Tu veux imprimer des billets avec ton SaaS? Pour ça, il n'y a qu'un seul élément sur lequel tout repose, tes inconnus. Moins tu en as, plus tu as de chances de réussir. Ton but, c'est d'en faire sauter le plus possible avec un maximum d'objectivité. Et ça va être tout le thème de cette vidéo. Trouver les inconnus, les transformer en hypothèses et aller vérifier ces hypothèses. C'est la seule partie un peu théorique de l'entrepreneuriat. Donc, c'est peut être chiant pour certaines personnes, mais je vais essayer de le rendre cool et intéressant parce que c'est tellement essentiel vu que ça shape à la fois le marketing et le produit et que les deux sont liés et que c'est vraiment un énorme facteur de succès. Donc, je vais te présenter ma méthode pour maximiser tes chances de succès et minimiser tes risques d'échec. Il reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te présenter aussi quelques petites surprises que j'ai pour toi et qui vont t'aider dans cette quête. Sans plus tarder, on va répondre à la question, c'est qui le gros bâtard qui t'empêche d'être millionnaire? Tout simplement, c'est l'inconnu. Ok, quand on arrive à comprendre ça, on a tout compris dans le go-to-market et dans l'entrepreneuriat. Parce que si tu sais tout de ton marché, ce que veulent tes clients, où trouver tes prestataires, où les trouver, etc., tu as tout ce qu'il faut en fait pour tout réussir. Donc pour réussir son lancement, c'est un peu un cycle. Je vais vous montrer comment faire. On va identifier les inconnus. On va exécuter la stratégie go-to-market qui va aller chercher à répondre à ces inconnus. On va valider ou pas les hypothèses et identifier des nouvelles inconnues. C'est un cycle permanent. Plus on avance dans le business, plus il y a des nouvelles inconnues qui vont être beaucoup plus précises et plus on doit savoir prendre des risques et aller les vérifier. Donc, le processus, concrètement, c'est quoi? C'est on identifie les inconnus, on les convertit en hypothèses, on valide les hypothèses et on identifie des nouvelles inconnues. Pourquoi c'est important? Comme je vous le disais, parce que ça va toucher le développement du produit et la stratégie marketing. Et donc, c'est vraiment un facteur clé de succès. Avant qu'on rentre vraiment dans les bases des bases, je vais illustrer ça avec un petit point qui est Netflix. Parce que dans les inconnus, en fait, il faut comprendre les différents types d'inconnus, ok? Tu as une idée de produit, donc tu as des certitudes, je suis là, putain, ce produit, il pourrait trop bien marcher, mais à côté de ces certitudes, tu as des incertitudes. Et elles sont de deux natures. Tu as des inconnus connus et des inconnus inconnus, ok? L'inconnu connu, c'est des inconnus qui ont un impact qui est gérable, qui sont identifiables, qu'on va pouvoir identifier facilement et aller vérifier. Les inconnus inconnus, c'est des éléments perturbateurs, imprévisibles, qui sont plutôt macro et qui font que c'est impossible d'avoir 100% de chance de réussir un business parce qu'il y a toujours des éléments macro qui nous en empêchent. Par contre, les éléments micro, ça c'est en notre possession et on va pouvoir en faire quelque chose. Typiquement, si on prend l'exemple de Netflix, Netflix, avant d'être des boss du streaming, ils envoyaient juste des DVD par la poste et c'était déjà hyper disruptif. Mais eux, leur vision dès le début, c'était de tout passer sur Internet. Mais au début, ils avaient des problèmes d'ordre technique. C'est-à-dire, il y avait trois hypothèses principales, enfin trois inconnues. C'était est-ce que les gens allaient adopter Internet? Est-ce que les serveurs étaient capables de répondre aux besoins techniques d'une application comme Netflix? Et surtout, est-ce que les utilisateurs, les consommateurs allaient être prêts à regarder des films sur leurs ordinateurs versus sur la télé? C'était des grosses hypothèses à l'époque, des gros risques. Et là-dedans, du coup, il y a des inconnus connus qui sont, ok, si on lance un produit comme ça, full streaming, il faudrait que la vitesse d'Internet, donc les capacités techniques, elles suivent. Il faudrait que les coûts de licence ils soient abordables pour que ça soit rentable pour nous. Et surtout, on va cannibaliser notre business sur les DVD à partir du moment où on lance ça. Donc il faut être prêt à prendre ces risques. Ça, c'était les inconnus connus. Les inconnus inconnus de Netflix, ça a été l'émergence des smartphones qui a facilité l'adoption. Ça a été l'entrée des nouveaux concurrents technologiques en mode Disney et Prime qui viennent foutre un peu la merde. Et ça a été la pandémie qui a, encore une fois, accéléré l'usage d'une plateforme de streaming comme Netflix. Du coup, quel a été le plan de Netflix? D'abord, ça a été d'investir dans les infrastructures, parce que des grosses hypothèses, c'était autour des capacités des serveurs et d'Internet, etc. Donc, vraiment investir dans l'infrastructure. Ensuite, ils ont maintenu l'activité de DVD comme filet de sécurité en parallèle, et ils se sont permis du coup de tester le streaming sur un catalogue limité. Comme ça, ils ont limité les frais de licence, les coûts de licence, et ils ont pu tester, et comme ça, commencer à répondre et réduire l'incertitude. Donc, ils ont lancé ça, ils ont lancé le streaming gratuitement en parallèle pour les gens qui étaient abonnés. Ils ont récupéré des données de cette manière, ils ont pu tester les interfaces et ils ont pu analyser plus facilement la bande passante
pour savoir, ok, est-ce qu'on est en capacité technique de répondre et d'aller vraiment full en mode streaming. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait comme ça, et ça s'est hyper bien passé, et la suite, on la connaît, Netflix, c'est une boîte qui vaut plusieurs milliards maintenant. Donc, c'était un petit exemple pour vous illustrer l'impact des inconnus connus et des inconnus inconnus, et comment on peut faire un plan, une bonne stratégie go-to-market à partir de ces inconnus. D'accord? Donc, si on doit résumer, vous avez un logiciel à lancer. D'abord, vous listez les inconnus. Ensuite, vous allez les convertir en hypothèses. Vous allez les décomposer en sous-hypothèses qui sont plus faciles à les tester avec des MVT, Minimum Viable Test. Et on adapte la stratégie en fonction des résultats de ce Minimum Viable Test. Okay, si vous ne savez pas ce que c'est les inconnus, ça va être deux types de questions. Les classiques, hein. Quel est mon prix optimal, où je me positionne, où est-ce que je peux trouver ma cible, quel est le bon segment de marché, etc., etc. Donc tout ça, c'est des inconnus. On va rentrer plus en détail dedans, vous inquiétez pas. Avant, je voudrais qu'on parle un petit peu stratégie go-to-market. Il y a un triptyque chez la stratégie go-to-market. Ça va être le public cible, qui je cible exactement. La proposition de valeur, donc c'est le message. Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je lui dis pour qu'il l'achète? Et qu'est-ce qui est bon pour lui? Quels sont les avantages uniques, etc. Et le lieu des prospects, où se trouve mon public cible et comment je vais pouvoir aller les chercher et l'atteindre. Donc ça, c'est trois grosses théories, trois grosses inconnues, des macro-inconnus, si vous voulez, dans votre plan. Et l'idée, ça va être d'aller explorer ça. Et comment on aborde justement sa stratégie go-to-market? Pour moi, c'est un truc tout bête, c'est explore and exploit. Ok, il faut que tu aies des périodes où tu vas explorer ton marché pour essayer de répondre au maximum d'hypothèses et d'autres où tu vas exploiter du coup la stratégie et l'adapter en fonction. Et c'est en permanence explore, exploit, explore, exploit. Plutôt simple. Ok, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et pour ça, on va prendre un exemple concret qui est, disons que je veux lancer un SaaS dans le B2B qui se base sur l'IA pour analyser des contrats. Voilà, assez basique et en même temps assez plausible, vous allez voir, ça peut vite être canon. Donc la deuxième étape, ça va être identifier les inconnus pour notre go-to-market. Okay, les inconnus, il y en a de 5 ordres. Il va y avoir les inconnus liés au marché, aux clients, aux produits, aux concurrents et à l'opérationnel. Les inconnus liés au marché, ça va être typiquement la taille du marché. Combien il y a de personnes qui pourraient avoir besoin de mon IA qui va analyser les contrats. Ok, la préparation du marché, est-ce que les gens sont prêts à accepter que l'IA fasse ça à leur place, ou que ce soit un logiciel ou quoi que ce soit. Ok, une autre inconnue. La saisonnalité, est-ce que en fonction, je sais pas, de la fin d'année, avant l'été, etc., il y a une saisonnalité sur l'utilisation? Ça, c'est une inconnue, mais elle est peut-être moins importante que les autres. Et les tendances réglementaires. Est-ce qu'il y a des tendances réglementaires? Par exemple, si on se dit ChatGPT va être banni des avocats, on a tout intérêt à construire notre solution sur du open source et sur du local, comme ça, les gens qui utilisent cette solution, c'est en local, en propriétaire, et il n'y a pas de fuite de marché. Ok, l'inconnu sur les clients. C'est qui nos clients, du coup? Est-ce qu'on va s'attaquer aux PME, aux grands groupes? C'est quoi leurs préoccupations? Est-ce qu'ils ont des craintes ou pas par rapport à la confidentialité? Donc ça, c'est ce qu'on disait avec la tendance réglementaire. Est-ce qu'ils ont des préférences en termes de fonctionnalité, d'intégration? Donc, est-ce que je veux un truc qui s'intègre à mes workflows existants ou est-ce que ça va être un site dédié, etc. Les motivations, pourquoi ils veulent faire ça? Souvent, dans le B2B, c'est par appât du gain, on va pas se mentir. Il faut apporter suffisamment de valeur et qu'il y ait un retour sur investissement suffisamment important pour que les décideurs dans le B2B prennent la décision d'acheter. Et les décideurs, c'est identifier qui détient le pouvoir dans le processus d'achat. Donc si on se dit, je m'attaque aux PME qui ont plus de 100 contrats par mois à traiter, déjà c'est assez niche, il faudrait définir exactement l'industrie, et ensuite ça va être au sein de cette PME qui c'est que je cible. Est-ce que c'est les CEO? Est-ce que c'est le DAF? Est-ce que c'est le Chief Legal Officer, etc. Ensuite, les inconnus liés aux produits. Typiquement, ça va être l'UI, l'UX, donc est-ce que c'est assez clair comme ça? Est-ce qu'il faut vraiment le présenter en mode chatbot? Ou est-ce qu'il faut le présenter plus en mode Notion ou en mode Word? Et aussi tout ce qui est lié à la tarification, donc à combien je peux facturer un logiciel comme ça. Ensuite, il y a les inconnus concurrentiels, donc qu'est-ce qui se fait sur le marché? Est-ce qu'il y a des solutions qui existent déjà? Si oui, comment je peux me différencier?
Est-ce que les éditeurs de logiciels, typiquement, ils vont se mettre, ou ceux qui fournissent des LLM, typiquement OpenAI, est-ce que eux, ils vont potentiellement s'attaquer à ce cas d'usage? Dans notre cas là, c'est peu probable, mais dans d'autres cas, typiquement sur Excel, etc., ça c'est déjà vu. Donc c'est un risque à pas minimiser. Est-ce que les cabinets d'avocats, typiquement, ils vont le faire eux? C'est peu probable parce qu'ils n'ont pas les compétences, mais pourquoi pas? Donc tout ça, c'est le marché de la technologie juridique et il y a plusieurs inconnus qu'on peut aller vérifier ou qu'on peut aller s'inspirer, ou des hypothèses qu'on peut aller vérifier justement sur les autres inconnus par rapport aux concurrents. Donc ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Et les inconnus opérationnels, du coup, ça va être le classique. Quel est mon coût d'acquisition? Combien ça va me coûter par client? Est-ce qu'il y a va avoir besoin d'un gros niveau de support, etc. Donc tout ça, c'est une liste d'inconnus, ok? Maintenant, une fois qu'on a listé toutes ces inconnus qu'on peut avoir, on va aller chercher les inconnus les plus critiques pour s'assurer que notre logiciel a une chance de voir le jour. Donc là, dans cet exemple, j'en ai sélectionné 3. Ça va être la fiabilité de l'IA, le coût par client et le ROI pour le client. Ok? Et on va voir pourquoi cela et comment on va les vérifier. Mais là, c'est juste pour vous donner un exemple concret. Il y a des hypothèses. Toutes les hypothèses ne valent pas le coup, sont pas les plus prioritaires. Ok? Les inconnus liés au produit, typiquement, il y a les critiques qui font que, ok, est-ce que mon produit est viable ou pas? Et après, les moins critiques, ça va être, est-ce que l'UI est bonne? Typiquement, c'est moins important et surtout, ça va être validé dans un second temps. Parce que l'UI, l'UX, ça peut être itéré progressivement. La taille du marché, typiquement, c'est une grosse inconnue. Ok? Mais d'un autre côté, si on répond à ces 3 triptyques qui sont le coût d'acquisition, la fiabilité de l'IA et le retour sur investissement pour le client et le coût par client, ben notre marché il va forcément grossir parce que on a vérifié que on apportait de la valeur et que notre IA apportait suffisamment de valeur et que c'était fiable. Donc en fait, le marché va forcément grandir vu que c'est un marché émergent. Donc tout ça pour vous dire, hyper important de déceler vraiment les inconnus critiques au succès. Et ça, je vais vous montrer exactement comment faire. D'abord, on va prendre un exemple de comment réussir à convertir ces inconnus en hypothèses et ces hypothèses en micro-hypothèses. Et ça, on va prendre 3 exemples, et ces 3 exemples qu'on a là. Typiquement, la fiabilité de l'IA. Donc notre inconnu, c'est est-ce que l'IA est suffisamment fiable? Est-ce que notre produit va être suffisamment fiable pour répondre à un besoin? Ça, cet inconnu, on l'a converti en hypothèse. Donc là, vous avez un petit modèle ici. Nous croyons que pour machin qui a besoin de ça, notre solution va apporter ça comme bénéfice et nous saurons que c'est vrai quand on aura cette validation. Donc, l'hypothèse principale, notre IA peut détecter 99% des clauses critiques avec un taux d'erreur inférieur à 1%. On va le break it down pour le rendre plus digeste, comme dans n'importe quoi dans la vie, hein, on va pas se mentir, en sous-hypothèse testable. Donc, on passe de notre IA peut détecter 99% des clauses critiques à l'IA peut identifier correctement les changements de conditions contractuelles dans 9 cas sur 10. Les juristes valideront en moins de 5 minutes les suggestions de l'IA. Le taux de faux positif sera inférieur à 2% sur les clauses de responsabilité et la précision reste stable même sur des contrats de plus de 50 pages. Tout ça, c'est des sous-hypothèses qui sont sous-entendues en fait dans l'hypothèse globale. Ok. Donc, ce qu'on va faire, ça va être, on va typiquement là pour un test comme ça, bon, on verra après hein, dans les détails, mais pour un test comme ça, ça va être, on va prendre le travail d'un juriste et on va mettre notre IA à côté et on va comparer les deux. Et ça, on va le faire plusieurs fois de manière à voir si l'IA trouve toujours systématiquement les mêmes choses que le juriste. Ça, c'est le niveau fiabilité de l'IA. Le niveau coût par client, qui est une autre hypothèse hyper importante. Est-ce que je serai rentable avec une telle machine? Donc, l'hypothèse, ça sera le coût total par client restera inférieur à 20% du prix de vente. La sous-hypothèse testable, ça va être le coût d'API par contrat sera en moyenne de 0,50 centimes. Un client analysera en moyenne 100 contrats par mois. Les coûts de stockage seront inférieurs à 50 € par client par mois. Le support client nécessitera moins de 2 heures par mois par client. Donc là, vous voyez qu'elles sont pas toutes ces hypothèses sont testables facilement. Typiquement, le support client, ça va être difficile de vérifier de suite
versus le coût à payer, on peut le vérifier quand même assez facilement. Donc, l'idée, ça va être encore une fois, qu'est-ce qui va coûter par rapport au client et est-ce qu'on est effectivement au-dessous des 20%. C'est complètement subjectif, hein, les 20%, mais ça donne un bon indicateur. Et effectivement, l'idée, c'est que si on peut être à 80% rentable, en tout cas, rien qu'au niveau du coût par client, c'est hyper intéressant. Donc là, on peut facilement break it down et vérifier. Et vous voyez, c'est quand même assez, là, c'est assez basique en termes de réponse pour un inconnu. Le dernier exemple qu'on va prendre, c'est le ROI du client. Donc là, c'était vraiment plus le côté produit, ok. Là, ça va vraiment être plus des hypothèses liées au marketing. Donc l'inconnu principal, c'est est-ce que j'apporte assez de valeur à ma cible? Parce que dans le B2B, si tu n'apportes pas assez de valeur, ça ne marchera pas, ok. Donc l'hypothèse principale, ça va être une entreprise avec 100 contrats par mois à analyser peut économiser 40 heures de travail juridiquement, justifiant un prix de 2 000 € par mois. On va le break it down encore une fois. C'est quoi nos sous-hypothèses? C'est que l'analyse d'un contrat standard prend en moyenne 2 heures à un juriste. Facile, ça on peut aller demander à un juriste combien ça lui prend de temps. Notre IA peut réduire ce temps à 30 minutes. Le coût horaire moyen d'un juriste est de 150 €. Les entreprises sont prêtes à payer jusqu'à 50% des économies réalisées. Donc, si je lui fais économiser 4 000 €, il sera prêt à me payer 2 000 €. Ok? Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a identifié les critiques et qu'on les a passées en sous-hypothèses, on a une liste complète de sous-hypothèses. Tac, 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 toup, à la suite. Ok? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va les prioriser parce que c'est le plus important. Enfin, et ça, il y a 3 critères. Ça va être l'impact sur la viabilité du business, la facilité par rapport au coût du test et la séquence logique de validation. Typiquement, sur ce dernier point, vous allez chercher à vérifier d'abord que effectivement les coûts par client sont raisonnables avant de vous dire ok, je vais aller voir un juriste et voir si je peux effectivement combien je peux facturer. Parce qu'en fait, si vous vous rendez compte que le coût par client il est de 10 centimes, mais vous allez pouvoir facturer bien moins. Donc ça va changer toutes les autres hypothèses. Donc hyper important de penser en mode logique. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir toutes les hypothèses sous les yeux. Et donc ensuite on va prioriser par rapport à cette matrice. Donc quelles sont les sous-hypothèses qui ont un impact élevé versus un impact faible et qui sont difficiles à tester versus qui sont faciles à tester. Donc là dans cet exemple ça va être ceux qui ont un impact élevé et un test facile, c'est le coût à payer par contrat. On peut facilement le tester. Le temps moyen d'analyse manuelle, pareil. Ce qui est difficile à tester et qui a un faible impact, ça va être la variation saisonnière des usages, typiquement. Ça, on s'en bat les couilles. Excusez-moi le vocabulaire. Donc, une fois qu'on a rempli notre matrice, donc là avec 4 petits exemples, ok. L'idée, c'est que les tâches avec un impact élevé et qui sont faciles à tester, ça va être une sorte de pré-go-to-market, d'accord? On va tous les lister et on va voir exactement ce qu'on doit faire. Donc là, dans ce cas-là, ça va être tester des batchs, mesurer le temps d'analyse, le temps de précision, le calcul de ROI théorique, des bêta users, etc. Donc si je dois encore le break it down, concrètement, c'est juste faire un prototype et trouver 3 bêta testeurs. Ok, ça c'est notre stratégie pré-go-to-market. Notre vraie stratégie go-to-market, elle va principalement se diriger sur les sous-hypothèses qui ont un impact élevé et qui sont plus difficiles à tester. D'accord? Mais ce qui est le plus important, c'est évidemment la séquence logique de validation. Donc on s'assure que ça soit logique, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Et là, du coup, on rentre dans la partie un peu fun, c'est la partie quels sont les outils à notre disposition pour aller justement valider les hypothèses, en sachant qu'il y a autant de manières de résoudre une hypothèse que d'hypothèses en soi, d'accord? Donc parfois ça va être juste une recherche sur Google, parfois on va demander à ChatGPT, parfois il va falloir faire une analyse concurrentielle, analyse des données web, créer une landing page, faire des bêta tests, faire un prototypage, faire du A/B testing, réaliser des enquêtes, faire une campagne de pub, consommer chez un concurrent. Et vous avez une infinité de choses que vous pouvez faire pour aller tester des hypothèses. Parfois, c'est juste vous creuser les méninges, on va pas se mentir. Et surtout, le plus important, c'est parler à des clients potentiels. Parce qu'en vrai, eux, déjà, c'est une hypothèse, c'est qui sont mes clients potentiels. Et surtout, c'est eux qui vont te répondre
objectivement et de manière plutôt certaine, si tu en as assez, parce que c'est vrai que des fois, tu as des outliers, tu as des personnes qui sont tes clients potentiels, mais qui consommeront jamais chez toi. Donc, attention à ne pas se faire biaiser non plus. Mais la solution ultime, c'est parler à des clients potentiels. Et pour ça, comme je vous disais dans une ancienne vidéo, le meilleur moyen, c'est de passer par votre réseau au début. Au-delà de ça, une fois qu'on a toutes ces techniques, il faut qu'on les mette en face du coup de chaque hypothèse. Donc on fait ce petit travail de matching. Donc typiquement, le coût horaire moyen d'un juriste est de 150 euros. Ben ça, on peut aller chercher. Ça, c'est pas compliqué. L'analyse d'un contrat standard prend en moyenne 2 heures à un juriste. Ça, va falloir parler à un juriste. Notre IA pour réduire ce temps de 30 minutes. Ça, il va falloir faire un prototype et le mettre dans les mains des juristes. Vous voyez, donc il faut tout le temps adapter votre test en fonction de la nature de l'inconnu et de l'hypothèse. Donc c'est quoi la stratégie minimum viable test? C'est on va définir l'objectif. Donc là je vais vérifier que un juriste c'est bien 150 euros de l'heure en moyenne en entreprise. Ensuite on va concevoir l'expérience, recherche Google, mettre en œuvre le MVT, évaluer les résultats et adapter la stratégie go-to-market en fonction des résultats. Les 3 trucs qu'on veut surtout éviter quand vous allez vérifier vos hypothèses, ça va être éviter la paralysie par l'information. Donc arrêtez de vous dire putain il faut que je sache tout avant de me lancer. Non, parce que certaines hypothèses, c'est en se lançant qu'on va y répondre. Ok, donc on ne veut pas être paralysé par rapport à ça. On veut aussi éviter de pitcher la solution. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est le meilleur moyen de biaiser votre interlocuteur et surtout de pas récupérer de feedback pertinent. Tout ce que vous avez testé, c'est votre capacité à pitcher, d'accord? Donc ce qu'il faut faire, c'est poser des questions objectives. Pour ça, je vous recommande le même test, d'accord? Poser des questions vraiment tellement précises qu'en fait, on n'a aucun intérêt à vous mentir. Et surtout, on veut éviter l'over-engineer du prototype, parce que comme vous l'avez vu, le prototypage, c'est des hypothèses, et que c'est qu'une partie des hypothèses, donc on veut aussi aller vérifier autre chose. C'est pour ça que le prototype devrait toujours rester simple et minimaliste. Voilà, vous avez toute la méthode. J'espère que ça a été clair et digeste. Ce que je vous propose en call to action, c'est que j'ai 3 petits cadeaux pour vous comme promis. Le premier, c'est un GPT qui va vous aider à poser vos hypothèses et vos inconnus, enfin faire tout ce processus, grosso merdo. Le deuxième, c'est je vous propose un appel découverte avec moi pour pouvoir m'exposer votre projet et que je puisse vous dire, vous orienter au niveau des inconnus à les vérifier. Et le troisième, c'est allez regarder la petite vidéo qui suit derrière où je vous présente comment utiliser Contenders pour maximiser vos chances de répondre à toutes ces hypothèses. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que c'était pas trop long. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve à très vite. Salut, ciao, 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 ciao.